La gestion financière et économique du président Talon a été une des plus catastrophiques, voire désastreuses que le Bénin ait connue. Mesdames, Messieurs, cette boutade, vous en doutez, n'est pas mienne, mais du président du parti UDD Wologede Zéphiré Kédiaoundé. Une déclaration faite pratiquement un mois après une lettre ouverte, abondant à quelques exceptions près dans le même sens et ayant fait couler assez d'encre et de salive. La lettre ouverte de l'organisation non gouvernementale Social Watch Bénin, pour ne pas la nommer. Emboucher maintenant la même trompette témoigne-t-il de la gravité d'une situation qui va de mal en pire ou simplement l'expression d'une démarche politicienne? Mesdames, Messieurs, une question essentielle, mais à deux volets, au cœur de ce numéro de votre émission débat 100% Bénin du jour pour aider à apprécier les leviers phares et les paradigmes qui caractérisent au plan économique la gestion Talon. À nos côtés, pour l'instant débat, deux invités. Lui, d'abord, un journaliste, mais aussi intervenant sur des questions essentiellement d'ordre économique. Il a donc Kazmi Pédior. Il est du quotidien Nouvelles économiques. Nous allons le retrouver dans un instant. Et ce sera autour du thème gouvernance économique à l'ère du régime Talon. Une fierté ou un affront. En face de lui, ce sera l'un des grands consommateurs, parce que portant la voix des consommateurs. Lui, là, non, Robin Akombessi, il est le président du CNAC, le Conseil national des associations de consommateurs au Bénin. Robin Akombessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous vous portez? Très bien, seulement que mes concitoyens consommateurs, j'aurais souhaité qu'ils se portent très bien aussi. Et ils ne se portent pas bien? Nous recevons beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes. Oui. On en parlera peut-être dans un instant. En face de lui, je le disais, lui là non, Kazmi Pédior, journaliste, qui intervient essentiellement sur les questions, sinon en l'occurrence des questions d'ordre économique qu'on ne présente plus. Kazmi Pédior, bonjour. Bonjour Joël. Comment vous portez? Ben, je me porte très mal moi parce que je reçois beaucoup de critiques dans ma boîte venant donc des Béninois, la société civile, les économistes. Et donc, vous comprenez que vous ne pouvez pas vous porter bien vous seul pendant que les autres sont en train donc, de dénoncer un certain nombre de choses. C'est vrai que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Mesdames, Messieurs, le bonheur à tous. C'est ce qu'on peut souhaiter le mieux. Loi sur le partenariat public-privé, loi de finances exercice 2017, l'une des plus ambitieuses, instauration de nouvelles tasses, levée de fonds, instauration de tasses, de vignettes, suppression de postes fictifs au niveau de l'administration béninoise, autant de mesures et bien d'autres pour aider en principe à booster l'économie béninoise, mais qui, de temps en temps, sont décriées, jugées contre-productives, voire suicidaires pour le peuple béninois. Qu'en est-il exactement, Kazmi Pédior, que vous inspirent ces diverses réactions au sujet de la gouvernance Talon qui a promis aider le peuple en général à mieux se sentir? Alors, vous savez, je le disais, hein, quand il a pris donc le pouvoir, où il s'est agi de faire le bilan des 100 jours, je disais que c'est trop tôt pour voir un peu ce que le chef de l'État actuel est en train de faire. Parce que, c'était donc la loi des finances de son prédécesseur qui l'exécutait, même si il a finalement pris une loi rectificative pour corriger un certain nombre de choses. Alors, un an après, également, c'était trop juste également parce qu'il fallait attendre forcément le premier trimestre pour voir véritablement la santé économique du pays parce que les points se font par trimestre sous nos cieux et les résultats étaient en son temps donc en étude. Et là, nous avons donc les résultats, nous avons le point donc financier, nous avons le visage que nous a projeté donc le système étatique à travers donc les partenaires techniques et financiers, ce qui vient donc conforter, ce qui vient appuyer ce que le Béninois lambda pense donc excusez du peu, ce que le Béninois lambda pense donc de la gestion de Patrice Talon. Vous savez, il y a plus donc de désillusion, il y a plus de crainte donc, pour cette gouvernance parce que... Vous voulez dire le bilan du trimestre pour la gestion économique n'est pas rassurant? 1er janvier 2017 et 30, donc je dirais 31 mars 2017, ce que les chiffres évoquent ne sont pas du tout en faveur d'un pays qui veut se développer.
ce n'est pas du tout en faveur d'un système qui pense que les réformes sont nécessaires. Au lieu d'assister peut-être à des réformes qui puissent permettre à l'État de mieux fonctionner, on a plutôt assisté, excusez, ça c'est mon analyse personnelle, on a assisté à une sorte d'oppression, à une sorte de chasse peut-être à la sorcière. Oui, l'expression est peut-être forte, mais c'est beaucoup plus ça. Et si ça doit continuer pour les 3 prochains mois, encore qu'on les a déjà entamés, c'est que franchement, le Béninois, on risque de demander asile peut-être au Togo voisin ou peut-être au Nigeria. On reviendra sur ces questions qui vous font douter un peu des perspectives heureuses annoncées. Mais Robin Akombesi, on se demande si les Béninois n'exagèrent pas un peu. Un acteur de la société civile a donné de la voix, comme l'a fait, vous l'avez suivi, comme bon nombre de Béninois. Maintenant, c'est un acteur politique qui donne aussi de la voix, criant que, bon, qu'il n'est pas de l'opposition, qu'il veut attirer l'attention du chef sur des choix qui ne sont pas forcément porteurs d'avenir heureux pour tous. Est-ce que, honnêtement, on n'exagère pas? On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Je dois avouer que c'est une situation un peu désenchanteresse parce que nous nous retrouvons dans un environnement où, au sein de l'UEMOA, nous voyons des taux de croissance qui tournent autour de 7%. Même s'il y a eu des baisses, mais ça avoisine les 6%. Et nous nous disons, nous sommes quand même tous des Africains. Ils n'ont pas 2 têtes, ces compatriotes africains, que nous on en ait une seule. Vous savez, je disais tout à l'heure que les plaintes sont très nombreuses à notre niveau. Mais je voudrais profiter pour dire à mes concitoyens consommateurs que tout commence par vos pensées. Tout commence par le psychique. Et donc, si vous passez le temps à vouloir vous morfondre, à vouloir subir trop de la pression extérieure, ça risque de ne pas vous donner l'illumination indispensable pour croître. Parce que quand un régime vient, en fait, son rôle, c'est quoi? C'est apporter le développement. Et apporter le développement, ce n'est rien d'autre que faire croître, par exemple, les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Mais qu'est-ce que le peuple doit faire? Si le peuple constate que sa situation ne s'améliore pas, ce qui est réel, visible, qui se vit tous les jours, vous avez par exemple des gens qui n'ont plus accès à un seul repas par jour, je précise bien, ils n'ont plus accès à un seul repas par jour, c'est peut-être tous les 2 jours. J'espère que vous n'inventez pas. Je vous ai dit que nous recevons tous les jours des plaintes. Je vais vous donner une situation toute simple. Vous voyez, vous prenez une pauvre dame qui est au village, parce que généralement, vous savez, quand nous quittons le village, nous abandonnons nos familles. Et donc, la pauvre vieille, elle a peut-être 200 francs pour s'acheter de quoi manger dans la journée. Mais en temps, elle se rappelle qu'elle a peut-être des ennuis de santé, qu'au lieu d'utiliser les 200 francs pour manger, il va mieux appeler son enfant pour demander qu'il lui paye les médicaments. Il achète du crédit pour 200 francs pour appeler son enfant. Et c'est en ce moment qu'elle se rend compte que le crédit a disparu. Donc, les 200 francs qu'elle avait réservés pour manger, elle ne les a plus. Donc, elle ne peut plus manger. Elle a dû utiliser. Donc, bon, elle a été son objectif. Nous vivons ça tous les jours et ça fait objet de polémique au niveau des réseaux de téléphonie mobile. Donc, bientôt, on va pouvoir comprendre ce qui se passe avec les juges. Et vous voyez, c'est comme ça, des gens peuvent être amenés à ne pas avoir le seul repas quotidien. Et maintenant, nous avons vécu l'opération qu'on a appelée l'opération de déguerpissement. Excusez-moi, qui n'avait pas été pensée. J'ai discuté avec les cadres du ministère en charge du cadre de vie et de l'habitat. Ça n'avait pas été pensé, ils ont reconnu. Puisque vous avez vu un peu les maquettes qui ont été posées un peu partout dans la ville. Ce n'est pas ça qu'on appelle maquette. Non. Professionnellement, eux-mêmes, ils savent. Des architectes devraient concevoir des plans avant que ce ne soit fait. Bref, on n'a pas pensé aux conséquences du déguerpissement parce que dans un pays, qu'est-ce qui développe l'économie? C'est beaucoup plus les PME, c'est beaucoup plus les secteurs où les artisans sont plus présents. C'est ceux-là, en tout cas, dans les pays comme les nôtres. Dans les pays comme les nôtres. C'est beaucoup plus le secteur informel qui a été touché par l'opération que vous évoquez, non? Non, mais c'est ça le problème. Les PME fonctionnent grâce à qui? Elles tiennent les ressources de qui? Mais ce n'est pas beaucoup plus l'État qui leur donne les moyens.
puisque vous savez comment les marchés se prennent. C'est quelques-uns qui ont 4 milliards, 10 milliards ou 20 milliards à eux seuls de marché, et puis le reste n'a rien du tout. Donc combien de PME peuvent se permettre? Le Sénat ne fera pas l'apologie du secteur informel, non? Non, mais vous savez, le secteur informel est ce qui doit permettre à l'Afrique, et particulièrement au Bénin, de se développer. Donc, en tout cas, le secteur qu'on appelle informel. Parce que le problème, c'est quoi? On demande à un jeune de créer une entreprise, de faire les formalités, de donner l'IFU. Dans le même temps, les autres n'ont pas d'IFU. Nos autorités qui ont créé l'obligation de se formaliser à l'IFU ne l'ont pas. Mais on demande aux jeunes de faire l'IFU et de se faire suivre. Et donc, au niveau de la fiscalité, il a démarré l'entreprise, on lui a offert peut-être 1 an, il n'a encore aucune expérience en matière de gestion d'entreprise. Il constate au cours de l'année, il n'a pas de relation quelque part, donc il n'a pas eu de marché, il n'avait pas l'expérience marketing non plus. Et puis l'année qui suit, il se rend compte que maintenant, il doit commencer par payer. Il a eu peut-être le seul marché et il paye peut-être 200 000 à la fin de l'année, il se rend compte que tout le bénéfice est parti en évaluant toutes les charges et tout. Donc finalement, vous imaginez que c'est cette petite entreprise-là qui va pouvoir tenir. Or, qu'est-ce qui peut lui permettre vraiment de gagner? C'est les artisans qui peuvent venir solliciter pour de petits services et autres. Et c'est les artisans qui font la fortune au Bénin. C'est eux qui produisent le plus de ressources financières pour que notre économie... Depuis l'avènement du régime en place, oui, ce secteur est en difficulté? Mais les gens souffrent. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le secteur de la transformation, mais ils souffrent agricole, ils souffrent énormément. Secteur agricole? Oui, la transformation des produits agricoles, ils souffrent énormément. Et pourquoi? Parce que, oui, vous savez, par exemple, c'est ce qu'on devrait appeler la consommation de proximité. Pour nous, consommateurs, ceux-là sont des gens que nous devrions aider en consommant leurs produits pour qu'ils puissent développer leurs activités et un jour espérer devenir des entreprises, des industries. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Le consommateur, à la base, a un pouvoir d'achat qui a complètement baissé. Parce que vous avez vu, on a supprimé beaucoup de primes. Ça a été très difficile. Or, c'est à travers ça... pour renflouer les caisses de l'État. Oui, je ne suis pas contre. Mais le problème, nous, on vit quelque chose. Ce qu'on vit, c'est que... Je vais vous dire autre chose. Regardez. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leurs emplois aujourd'hui dans les entreprises privées. Je vous donne l'exemple d'un plus gros que vous connaissez, qui est une multinationale qui est au Bénin, très bien connue française, mais qui a radié déjà près de 28 personnes. Mais pour quelle raison? Oui, parce qu'elle estime qu'aujourd'hui, son affaire ne marche plus, parce que les amateurs ne font plus confiance au Bénin, donc les transactions maritimes ne marchent plus. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remercie les gens. Mais quand elle remercie les gens, ces personnes qui n'étaient pas habituées à faire du business avant, le pouvoir d'achat baisse. Même si elles doivent dépenser maintenant, elles vont faire beaucoup de calculs. Et quand elles vont finir de gaspiller l'argent qu'elles ont reçu éventuellement lors de ces choses-là, elles se retrouvent. Et la situation est généralisée. Et quand vous prenez un commerçant aujourd'hui, il est dans l'attentisme de l'investissement. Il ne sort plus d'argent. C'est ça qui fait en fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent. L'opérateur économique est devenu prudent. Sans compter maintenant les opérateurs économiques qui sont harcelés, qui estiment que bon, ils sont dans leur pays mais qui ne sont plus à l'aise et que c'est mieux pour eux d'aller investir ailleurs. Kazmi Pedjoro, il dit des choses suffisamment graves à mon avis, comme je le suis. Mais c'est votre matière, votre domaine de prédilection, le domaine économique. Est-ce que quelque part, Robin a convaincu de faire un peu économie de vérité ou ces consommateurs qui viennent vers lui ne l'aiguisent pas en erreur? Le port de Cotonou a récemment été certifié ISO et ce n'est pas un indice à prendre à la légère. Et même la Société des eaux du Bénin a été donc déclarée aussi ISO. Pas pour autant que vous êtes dans le pays, pas pour autant que l'eau coule à merveille dans nos robinets, pas pour autant que lorsque vous allez payer votre facture, vous êtes satisfait, pas pour autant que les consommateurs ne se plaignent pas. Et pourtant, on a eu l'ISO. L'ISO n'engage que ceux qui ont donc payé pour cette entreprise française de venir poser sa valise pour voir un peu dans la comptabilité. Alors, je dis... Vous voulez dire que l'ISO, les entreprises certifiées ISO peuvent l'être à raison? Il faut descendre au niveau des consommateurs pour voir s'ils sont satisfaits. Il ne faut pas s'arrêter au niveau de l'administration où on a repeint le bâtiment, on a revu donc, les documents, les paperasses, on a bien organisé et on vient poser sa valise pour dire que désormais telle entreprise est ISO. Lorsque le consommateur final, aujourd'hui au Bénin, il a dit, lorsque aujourd'hui vous devez faire de longs files d'attente pour payer aux recettes. Lorsque vous êtes au port, ça là,
Et on reçoit ISO avec... Vous savez ce que M. Akrombessi a dit? Qu'est-ce que vous appelez ça là? Tel que c'est géré dans un environnement où aujourd'hui le port de Lagos, le port de Bénin est très assaini. En tout cas, c'est ce que les autorités rapportent. C'est lorsque les navires ne viennent plus ici, lorsque les camions ne vont plus régulièrement au port, c'est ça vous appelez assaini. Les autorités l'ont expliqué, Kazmik Pidjo, vous les avez suivis. Cela ne s'expliquerait pas le fait qu'il y a plus de dispositifs sécurité au port. Le discours politique et la réalité sur le terrain, c'est deux choses différentes. Et surtout, lorsqu'on voit les caméras, il y a des choses qu'on a envie de dire pour plaire. C'est différent. Alors, l'économie, lorsque ça se porte bien, c'est qu'à la base, on doit pouvoir mieux se sentir. Et il a dit, Robin, laissons d'abord la macroéconomie et attardons-nous sur la micro et la mésoéconomie. Mais allez-y. Voyons ce qui se passe. Vous savez, je vais vous donner un exemple. La vendeuse de pain, ceux-là que vous appelez chez vous, informel. Non, je rapporte les propos des autorités. Je vous en prie, vous aurez le temps de comprendre. Il faut les avoir sur le plateau, vous comprenez, oui. Ceux-là que vous appelez... que les autorités appellent informels, vous n'êtes pas d'accord? Que les Béninois appellent donc informel, en réalité, ce n'est pas de l'informel. C'est peut-être des acteurs économiques illégaux. Mais l'informel, non, ce n'est pas du tout ça. Parce qu'on ne peut pas aller percevoir des tasses chez quelqu'un et dire qu'on ne connaît pas, on n'a pas l'existence de la personne. Ça pose un problème. Vous avez des données statistiques à l'Institut national de la statistique et donc de l'analyse économique, vous avez des données de ceux-là, et au même moment, vous déclarez que ceux-là sont de l'informel. Non. Donc, l'État béninois perçoit des tasses chez ceux-là. Bien sûr, la bonne dame au marché, monsieur, à moins que monsieur Robin Akrombessi me dise le contraire. Vous vendez de pure water avec donc de trucs sur la tête, la petite fille paie 50 francs, 100 francs tous les jours. Et vous êtes comptabilisé au niveau des recettes. Peut-être que ce n'est pas budgétisé, peut-être qu'il y a des problèmes. Ça, c'est l'État béninois en réalité qui est informel. Ça, il faut avoir le courage de le dire. L'État béninois... Oui, parce que lorsque quelqu'un va percevoir... En fait, l'État béninois est informel. Et vous allez comprendre. L'État béninois est informel et c'est plutôt le consommateur, c'est plutôt donc ce peuple-là qui est formel et qui demande aujourd'hui à l'État de se formaliser, de rentrer dans les normes. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut aller collecter de l'argent chez quelqu'un et le soir venu, on l'appelle informel. Ça pose un problème dans un pays sérieux. Ça, c'est sincère. Alors, donc, le développement, lorsque je dis une vendeuse de pain qui a son panier sur la tête va à la boulangerie chercher du pain pour aller livrer chez M. Akrombessi, chez vous, Joël, et chez moi, et que désormais, nous, on a notre train de vie réduit, et que désormais, on ne mange plus du pain, quand cette bonne dame va venir chez nous, on lui dira, oui, merci madame, mais nous n'achetons pas du pain aujourd'hui. Qui vous empêche d'acheter du pain? Qui nous empêche, c'est nos poches qui nous empêchent. Vous savez, il y a autre chose qui peut vous empêcher aujourd'hui. Quand vous mangez du pain au bombard de potassium, vous êtes sûr de souffrir du cancer. Et là, les soins que cela va générer, va solliciter après, les coûts que cela va occasionner, vous êtes seul à savoir comment vous allez pouvoir y faire face. Et donc, lorsque je n'ai pas l'argent, lorsque nous tous, nous n'avons plus aujourd'hui notre train de vie, parce que celui-là qui perçoit les primes, les frais de corruption, attention, je ne fais pas l'apologie de la mauvaise gouvernance au sommet de l'État. Mais lorsque vous décidez de faire des réformes, et c'est ce qu'il a dit, ce n'est pas penser. Lorsque vous décidez de faire des réformes et qu'il y a aujourd'hui l'argent dans les caisses de l'État, il faut trouver un autre mécanisme par lequel vous sortez encore l'argent. Parce que c'est un cycle. Lorsque l'argent ne sort pas... Non, l'argent ne sort pas. Les caisses aujourd'hui du Trésor, elles sont peut-être bien renflouées, mais l'argent ne sort plus que les primes. Peut-être que l'argent a un cycle de gestion que nous ne maîtrisons pas. Mais en tout cas, le peuple ne ressent pas. Le peuple ne ressent pas. Mais l'annonce a été faite, Kazmik Pidjo, puisque vous parlez de l'argent qui ne sort pas. Oui, unanimement, on est d'accord, même en première année d'université en gestion de l'économie, c'est le premier coup d'ailleurs, on comprend que pour qu'un État puisse bien se sentir à son aise, que l'argent sorte et que les dettes intérieures, par exemple, soient apurées. Et on sait que le ministre des Finances l'a annoncé, ça a commencé. Ceux-là qui l'État doivent commencer par entrer en possession de leurs sous. Allez vers les opérateurs économiques. J'en ai rencontré. Vous voulez sortir encore quoi, Kazmik Pidjo? Allez vers les opérateurs économiques. J'en ai rencontré cette semaine, je ne vais pas les citer ici, mais allez leur demander ce qui se passe. L'État a ordonné qu'on leur paye donc leurs arriérés. Mais de l'autre côté, le ministère des Finances a décidé de prélever les taxes, les impôts qui doivent. Alors l'argent est débloqué. Ce que l'État leur devait? Ce que l'État leur devrait normalement être remboursé. Et pas un autre mécanisme, selon la loi des finances, ce n'est pas un autre mécanisme. Vous allez chercher donc ce que l'individu vous doit. Et donc, ce que je vous dois ne doit pas servir à compenser donc les impôts. Mais aujourd'hui, le ministre a mis sur pied un mécanisme
pouvant permettre désormais à rembourser donc les dettes. Nous sommes en train de payer les dettes et par la main gauche, on retire les impôts. Mais il y en a qui avaient déjà reçu ce que l'État leur doit. On vous paye, je suppose, 2,5 milliards, mais l'imposition va jusqu'à 1,5 milliard. Et le reste, quand vous prenez, vous payez les adroits au niveau de votre personnel et vous êtes toujours dans la dette. Et des banques. Et on vous aide, l'État vous aide à vous plonger davantage dans la dette. Entre-temps, on ne vous paie pas les surestaries que la mauvaise foi de l'État a permis aux banques d'engranger chez vous. On ne vous aide pas à payer ça. Mais on veut retirer les impôts. Au lieu de trouver un mécanisme par lequel, pendant qu'on est en train de payer, vous soyez contraint à échelonner donc le paiement de vos impôts. Non, on vous dit, voilà la cagnotte. Et ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez, le ministre des Finances est venu devant nous tous dire que, eh bien, on paye un peu, on vous demande d'ouvrir vos comptes, on va auditer. Ici, ce n'est pas le cas, mais on vous dit, vous devez payer les impôts. Vous avez 5 millions à prendre, vous devez 3,5 millions donc d'impôts, vous payez. Sinon, vous ne prenez pas. Non. Dans quel pays sérieux on travaille comme ça? Et on vient faire croire à la face du monde qu'on est en train de payer. Donc, les arriérés que l'État, que ça doit fonctionner. C'est faux. Ça ne peut pas fonctionner sous ces principes. Bien, si ce que Casmi Pidjosso là, je sais que vous avez beaucoup de retours et c'est ça qui vous a amené, entre autres, à porter plainte. Donc, vous êtes en contact direct avec les entreprises, mais aussi avec des consommateurs. Est-ce que le journaliste ne se trompe pas un peu de données? Non, absolument pas. Vous savez, je le disais tout à l'heure, c'est les PME qui développent un pays. Et le rôle de l'État, ce n'est pas de tuer ces PME-là. Le rôle de l'État, bien au contraire, c'est de tout faire pour leur servir de garantie pour avoir du financement. Et si pour le peu déjà de dettes intérieures ou de créances qu'on doit pouvoir leur retourner, si on ne peut pas leur permettre d'avoir ça, mais ça veut dire qu'on veut les plonger. Et vous savez, c'est ça là. Parfois, on se pose la question de savoir, est-ce que quand nous quittons le cursus universitaire, nous faisons table rase de tout ce que nous avons appris pour faire l'expérience de Descartes. Encore si c'était l'expérience de Descartes, ce serait bien. On aurait appris à diviser les difficultés suffisamment en autant de parcelles pour pouvoir mieux les résoudre. Parce que conduire un État, c'est un projet. Est-ce que le projet là a été conçu par chacun des régimes que nous avons connus jusque-là? Ce n'est pas spécifique au régime de Patrice Talon. Le vrai problème, c'est que je me demande, est-ce que les gens prennent le temps pour se dire, nous avons des actions précises, des activités précises à mener dans un délai bien défini avec une cagnotte claire et limitée. Si ce n'est pas le cas, c'est normal qu'aujourd'hui, qu'on pense qu'on puisse faire ci, demain, qu'on se dise, on peut faire ça. Parce que vous savez, moi, j'ai été frustré quand je me suis rendu compte que des gens avec qui on a discuté pendant ou avant les élections, qui nous ont rassurés pour dire, cette fois-ci, le régime prendra le temps d'écouter tout le monde, de collecter suffisamment d'informations pour que les moindres décisions soient bien mûries. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les plaintes des populations, mais suivez les grognes, suivez les médias, c'est, excusez-moi, à la limite unique ce qu'on entend. Mais c'est la réalité de ce que les gens vivent. Et vous savez, Confucius a dit, quand vous vous retrouvez avec un peuple, il y a deux choses qu'il ne faut pas lui manquer. Primo, faites tout pour qu'il ait à manger. Quand il n'a pas à manger, vous êtes en train de préparer une poudrière. Deuxièmement, faites tout pour qu'il ne perde pas confiance en vous. Parce que s'il n'a pas à manger et qu'il n'a plus confiance en vous, parce que vous voyez aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui fonctionnent très bien dans le pays. On ne va pas les nommer. Mais il y en a qui fonctionnent très bien. Mais tandis que les autres ne se sentent pas concernés par, par exemple, les partenariats publics-privés. Oui, partenariat public-privé, on va y revenir. Mais vous parlez de population qui doit bien manger et autres, mais là-dessus aussi, est-ce que ce n'est pas un mauvais procès, un faux procès qu'on fait au gouvernement? Le chef l'a dit ouvertement, la situation économique du pays était à telle enseigne qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer. Donc, il faut presque tout reprendre à zéro. Et pour ça, ça prendra le temps qu'il faut. Et là-dessus, il y a aujourd'hui un certain nombre d'actions qui sont menées.
vous avez en filigrane évoqué la question du partenariat public et privé qui est quand même à l'actif du gouvernement. Et c'est surtout pour permettre à ce que de grosses entreprises puissent prendre à bras le corps des secteurs vitaux et permettre ensuite à la base d'en ressentir les retombées. Vous savez pourquoi moi le PPP m'a gêné? Ça m'a gêné pour la simple raison que je n'ai pas vu les opérateurs économiques impliqués. PPP? Oui. Et ceux qu'on a vus autour du chef de l'État ne sont-ils pas des opérateurs économiques? Non, je m'excuse. Ce n'est pas comme ça que cela devrait fonctionner à mon entendement. Primo, on doit sentir la présence du patronat, très clairement affichée, quels que soient les différents individus. Le patronat doit être très présent. La CCIB, la Chambre de commerce d'industrie du Bénin, doit être très présente et ça doit être clair. De sorte que si chacune des parties prenantes vient sur les médias, le point de vue est le même. Ils ont harmonisé le principe ou le protocole de fonctionnement du partenariat public-privé et donc chacune des parties prenantes se sentira concernée et engagée. Parce que le problème, c'est quoi? L'attentisme qu'on observe au niveau des opérateurs économiques, ça ne date pas du régime de Talon. Ça a commencé depuis 2015. Il y a eu un rapport de l'UOMOA qui en a fait état. Mais le problème, c'est que ça semble s'aggraver. Ça empire. Et c'est là toute notre crainte parce que si l'opérateur économique n'investit pas, si il n'y a pas une circulation plus fluide de la monnaie, mais le consommateur n'aura pas l'argent parce que le consommateur, en fait, c'est qui? C'est celui qui, à un moment donné, a travaillé quelque part, qui doit se faire rémunérer, qui a un pouvoir d'achat, même si, entre autres, il peut être peut-être l'enfant, le frère, la sœur, qui n'a forcément pas le pouvoir d'achat, mais qui jouit de ce qu'un autre lui a offert. Mais à partir du moment où l'autre a plus de difficultés pour donner, regardez aujourd'hui, allez demander simplement à quelqu'un, j'ai des problèmes pour régler telle affaire. Il vous présentera la bonne excuse. Je suis en train de gérer comme vous, la même situation que vous. Kazvin Kidjo, n'est-ce pas quand même une belle opportunité pour le Bénin, cette loi sur le partenariat public-privé, en dépit de tout ce qu'on peut y reprocher? Je l'ai dit, lorsque cette loi a été votée, qu'il y a une différence entre le partenariat public-privé voté à l'Assemblée nationale et ce que le gouvernement est en train de faire. Ils font leur partenariat public-privé à leur manière et ne respectent pas ce que la législation a dit. Heureusement, fort heureusement au Bénin, il y a un juge constitutionnel qui est venu d'abord mettre un thème, du moins arrêter donc l'enseigner, même si sous les tables, ça continue. Vous savez, vous ne pouvez pas être opérateur économique de la trempe du chef de l'État béninois, Patrice Talon, pour qui je voue un culte de respect pour ce qu'il a été. Et donc, vous dirigez un pays comme le Bénin, vous décidez d'ouvrir donc le secteur, vous allez en Nairobi. Génial. Vous êtes parrain d'un forum. Génial. Un forum au cours duquel on a discuté des garanties qu'on peut, donc, qu'un pays peut avoir pour permettre aux investisseurs de venir poser leurs valises. Mais dans ça, vous n'avez pas amené votre président du patronat. Personne du patronat n'était donc aux côtés du chef de l'État. Personne de la Chambre de commerce et d'industrie. Personne des chambres et des chambres de métier n'y était. Personne. On n'a vu personne. On l'a vu avec les siens. Ils étaient allés. Qui appelez-vous les siens? Oui, c'est le gouvernement. Pas des représentants de la nation? C'est des proches, c'est des personnes avec qui lui-même il a dit à la face du monde que c'est des amis d'hier, qu'il ne peut pas venir et les gruger, donc qu'il travaille avec eux. Donc, ces amis d'hier continuent donc de voyager avec lui. Alors, quel est ici le cachet officiel? Quel est le cachet national qu'on est en train de donner donc à ces gens de sortie? Au finish, c'est certainement qu'ils sont en train de travailler pour eux-mêmes et non pour le peuple. Et le peuple ici a dit, nous voulons désormais un partenariat public-privé sous cette forme-là. Et vous, le document est là, vous déposez ça de côté et vous organisez ce que vous voulez. Au finish, c'est ce à quoi nous assistons. Puisqu'eux sont déjà riches, ils n'ont pas forcément besoin de descendre au marché d'Antokpa pour donc acheter pour que la pauvre dame qui est venue vendre et qui est allée acheter parce qu'il a dit tout à l'heure, et vous avez semblé penser que le secteur de l'agrobusiness devrait fonctionner au Bénin. Non, c'est faux. Lorsque l'agrobusiness produit et que la bonne dame vient chercher pour vous revendre au marché et qu'elle n'a pas le retour, c'est-à-dire le consommateur n'est pas venu acheter, il y a de l'invendu. Et puis s'il y a de l'invendu, elle n'ira plus acheter chez l'autre. Et l'autre, puis s'il a produit, ça reste dans le magasin. Au final, c'est quoi? On est tous assis, on se regarde. On n'a pas l'argent, on se regarde. Et pourtant,
tous les jours, les charges fixes continuent au niveau de l'entreprise. On doit payer l'électricité, on doit payer le salaire aux employés, on doit. Au finish, qui est le perdant? C'est l'État béninois. Et à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, on va imposer. On va imposer donc à celui-là. Mais l'État béninois, aujourd'hui, se porte mieux. Vous savez, bon, je rapporte encore là les propos de l'Argentin national. Avec ces postes fictifs qu'on a supprimés, avec ces primes à l'emporte-pièce qui se distribuaient, pour reprendre l'expression, aujourd'hui, l'État a pu faire des économies. Et vous connaissez aussi la situation de la douane béninoise. On devrait espérer de beaux jours. La situation de la douane est des plus médiocres en 10 ans. La situation de la douane est des plus médiocres. Allez dire ça au marché d'Antokpa. Allez dire ça là où vous voulez. C'est eux-mêmes, cadres de l'administration donc financière, qui ont produit les résultats qui montrent aujourd'hui que la douane est en chute libre. Pire, déjà dans la loi des finances 2017, on a positionné l'impôt aujourd'hui comme la recette principale de l'État. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est là, sur papier. Au niveau de l'économie, il n'y a pas de mensonge. Vous ne passez pas à côté. Et donc, la douane aujourd'hui a de sérieux problèmes. Alors, ne voyez pas les réformes, les pécadilles de réformes qui sont en train donc d'être faites au niveau donc d'un certain nombre de secteurs pour dire que le pays se porte bien. Les grandes réformes là, vous les appelez pécadilles de réformes? Citez ces réformes là, c'est au niveau peut-être de la police où on a cessé d'arnaquer les gens, mais ça a quel impact sur l'économie aujourd'hui? Non, les réformes, ne voyez pas les réformes comme cet instrument qui viendra corriger un certain nombre de choses. On est en train de faire les réformes, on a l'argent, mais l'argent sert aujourd'hui à quoi? À alimenter les copains, les coquins, c'est ça? À alimenter donc, à donner les marchés aux amis d'en face, à donner des marchés aux siens, c'est ça? Et à faire circuler des camions de Cotonou à Alada, c'est ça les réformes? Non, à reprendre ce que les noces là, ne serait-ce pas un peu comme des incantations? Aujourd'hui, la boussole et l'orientation est très claire avec les nouveaux gouvernants. Il ne sera pas question de distribuer quoi que ce soit des copains. C'est l'assainissement, la transparence. C'est le mot-clé, les leviers sur lesquels le chef d'État s'est montré intransigeant. Et vous rappelez les audits qui ont été faits. Excusez-moi, Joël. Oui. Vous savez, on était là la dernière fois quand, en Conseil des ministres, l'État a décidé de commettre un cabinet français pour faire l'étude sur la voie, sur le Nokoué. Alors, on a donné le marché à hauteur de 8 milliards de francs CFA à une entreprise. Sur quels critères ça a été sélectionné? Avons-nous assisté à un avis d'appel international? Mais c'est ça. Le PPP aujourd'hui, c'est ça. C'est du gré à gré. Mais le gré à gré aussi. Le gré à gré. À hauteur de 8 milliards. À hauteur de 8 milliards. De 8 milliards. Où on n'a pas déclaré que les entreprises n'ont pas soumissionné. On n'a pas déclaré à la face du monde que nous avons lancé des appels d'offres qui ont échoué. Et on donne à hauteur de 8 milliards du gré à gré. C'est ça, PPP? C'est bien 8 milliards qui a été annoncé? 7 milliards 5 de poussière. Donc, vous comprenez? Environ 8. Environ 8 milliards, même si c'était 7 milliards. On peut donner du gré à gré comme ça, dans un pays qui veut. C'est ça, vous appelez réforme? Non, pas du tout. Vous savez, on a retiré chez Kodjo parce que Kodjo n'est pas le bon élève. Et on est en train de remettre peut-être à un blanc ou bien à quelqu'un d'autre. Et ça pose un véritable problème. Ce qu'on a refusé aux uns, c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est de ça, moi, je suis en train de parler. Bon, c'est votre regard, oui. Vous savez, c'est très préoccupant la situation. Non, mais vous semblez ne pas voir les efforts qui se font là. Ah non. N'importe quel aspect. Ah non, vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons apprécier que ce qui profite aux consommateurs. Parce que quand on me dit, par exemple, qu'il y a des réformes et qu'on doit avoir désormais des cartes d'identité biométriques et qu'on devrait payer au moins 10 000 francs, je me dis, vous ne savez pas déjà quelle contrainte ça me faisait de payer 5 000 francs. Alors, ça veut dire que je choisis en tant qu'exécutif délibérément d'exclure. Parce que ça, je vous garantis, il y a des gens qui ne feront jamais leur carte d'identité. À 10 000 francs, avec la situation actuelle, mais non. Sans compter que ce n'est pas que les 10 000 francs là que les gens vont payer. Il y aura les surcoûts qu'on connaît très bien. Vous savez, aujourd'hui... Ils sont bannis désormais, non? On m'appelle jusqu'à 2 h du matin pour me dire je suis sur telle voie, monsieur Akombesi, et on est en train de nous imposer de faire ceci ou cela. Jusqu'à présent. Je vous dis à 2 h du matin parce que, oui, vous savez, les gens n'ont qu'à continuer d'appeler ces numéros verts. On aura le temps. Vous savez, en principe, c'est parce que notre pays ne fait pas beaucoup d'études.
Si on faisait des études, c'est des statistiques qu'on devrait faire et apprécier pour voir quelles ont été les satisfactions que les gens ont par rapport à ça. Parce que qui veut les écouter? Et le problème n'est pas de passer le temps à radier. Parce que je ne sais pas si notre État, à des moments donnés, prend le temps de faire une étude suffisamment mûrie sur la sociologie de notre pays. Il y a des décisions les moindres. Avant de les prendre, on devrait se demander comment est-ce que le peuple fonctionnait. Est-ce qu'on peut changer les habitudes du jour au lendemain? C'est un peu comme, je vois certaines autorités qui se permettent certains luxes. Quand je vois on roule dans des véhicules qui coûtent 45 millions, je me pose la question de savoir quel est le service qui rentre pour autant à l'État pour lequel ils ne sont pas payés à travers les salaires et leurs primes et qu'il faille leur offrir un véhicule de 45 millions. Pourquoi? Vous déplacez le débat, ça a quel lien avec la situation du consommateur? Oui, la situation du consommateur, c'est que lorsque moi, on augmente par exemple les frais que je dois payer pour avoir une carte d'identité civile, lorsque on me demande de payer la TVM, la taxe sur les véhicules à moteur, et qu'à chaque fois on crée de nouvelles taxes, au port, les taxes ont augmenté. Le PBI aujourd'hui a fait en sorte que le commerçant, lorsqu'on lui impacte une nouvelle taxe, lui, il réimpacte ça à nouveau sur le consommateur, sur le client. Mais ça a commencé même avant, dès qu'on a annoncé, ça a commencé en même temps. Donc tous les produits aujourd'hui, maintenant, on est en train de connaître une inflation. Actuellement? Mais bien sûr, mais il y a les produits ont augmenté du prix. Un mécanisme de contrôle des prix sur le marché. Non, le ministère du Commerce n'est pas aussi opérationnel que ça. Et donc, aujourd'hui, nous, consommateurs, on se retrouve pressurisés par tellement de taxes. Et on se pose la bonne question. Ces fonds qui sont collectés, finalement, sont orientés sur quelle ligne budgétaire? Normalement, le gouvernement, à chaque fois, devrait venir nous dire les taxes collectées, on a pu obtenir tel montant. Ça a été orienté pour construire ceci ou cela. Je ne dis pas que des efforts ne se font pas. Mais ces efforts, est-ce qu'ils règlent nos problèmes? Vous savez, je veux profiter des choses pendant que je suis vivant. Ce n'est pas pendant que je serai sur le lit d'hôpital ou que je serai mourant que vous allez me dire qu'il y a des réformes qui veulent me profiter. Lorsque ces réformes ne permettent pas, par exemple, qu'on puisse me soigner convenablement, l'arche, je veux bien que ça marche. Mais j'espère qu'on va prendre le temps de huiler suffisamment le mécanisme. Parce qu'il y a toujours ces professeurs-là qui continuent de faire leur pitance en tant que croque-mort. C'est-à-dire, on entretient la mort des patients et on prend au niveau de l'État des millions. Et c'est ça qui fait le business. Donc, si c'est cette situation qu'on ne règle pas et qu'on dit qu'on crée l'arche, en fait, on n'aura rien résolu. On va se retrouver nombreux, des millions à aller nous retrouver dans les centres hospitaliers. Mais finalement, le médecin vous dira, je n'ai pas les moyens qu'il faut pour régler. L'acteur politique, dans son intervention, dit qu'il faut définitivement changer de paradigme. Bien sûr. Et on avait pensé, du moins moi, journaliste, je suis un observateur, le peuple béninois avait pensé qu'on pouvait changer de paradigme le 6 avril donc 2016 en certainement en portant son choix sur l'actuel dirigeant, Patrice Talon. Mais contre toute attente, on observe que hier c'était la photocopie, mais aujourd'hui l'original donc est là. Photocopie de quoi? La photocopie de la mauvaise gouvernance. Non. Mais aujourd'hui, on a l'original qui est là parce qu'on ne comprend pas. Hier, on a dénoncé des gré à gré. Je vous l'ai dit, à hauteur de 7,5 milliards, on a fait du gré à gré. Je rapporte, je ne vous interromps pas, mais je rapporte quelques propos du président du FONAC, Jean-Baptiste Elias. Aujourd'hui, dit-il, il y a plus de déclarations que de faits. Mauvaise gouvernance par ici, distorsion par là, mais aucun document officiel pour attester de ce qui se dit. Est-ce que les Béninois n'en font pas un peu de trop? J'ai envie de dire comme une agréée de droit, une dame, qui disait que ça bavard trop au niveau du droit. J'ai envie de dire ça bavard trop également au niveau de l'économie. Et ce n'est pas les Béninois qui bavardent. Ce n'est pas du tout les Béninois. Mais c'est les données. C'est eux qui bavardent en leur sein. L'économie, vous avez vu, le chef de l'État est venu à la télé. Il a dit, je sais que le peuple se porte mal, que l'économie se porte mal. J'en suis conscient. Il a dit 2 fois. Mais son ministre est venu nous dire que l'économie se porte bien. Qui bavarde? C'est nous? Non, c'est eux qui envoient donc les leurs venir raconter ce qu'ils veulent. Qui envoient
au niveau de l'opinion, un certain document qui forcément ne parle pas de la santé économique. Vous savez, je vais vous étonner. Depuis toujours, le système des nations, depuis les années 1990, le système des nations, après tout ce que nous avons connu comme crise, on dit, OK, je veux parler du FMI, de la Banque mondiale, les institutions donc, de Bretton, on dit, OK, nous vous accompagnons, mais désormais, vous savez, vous devez faire ci, ça, tout a été dit. Ils disent, OK, pour que tout ça, là, nous soyons convaincus que ça marche, il faut que vous nous produisez désormais des statistiques sur la santé économique de votre pays. Et donc, à échéance régulière, c'est-à-dire par trimestre et par mois, vous nous produisez ces documents. Le Bénin a ratifié tous ces accords. On a commencé. Et donc, depuis 90, on a, du moins 91, on a ces documents. Mais vous savez, pour la seule fois en 27 ans, le mois dernier, la direction donc, de l'analyse économique du ministère de l'économie et des finances n'a pas envoyé ses rapports au niveau de la société civile. Et pourquoi? Nous, journalistes, nous sommes au niveau de cette société civile. On ne nous a pas envoyé les rapports parce que, depuis qu'ils sont venus, nous citons en référence la direction des affaires économiques comme point focal qui nous livre les sources d'information. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que ces données que nous avons l'habitude de venir commenter sur vos plateaux, si c'est parce que ces données les gênent. Parce que au moins pour une fois, il y a des directions qui nous envoient non pas des informations tronquées, biaisées, mais des informations vraies que nous autres, leaders d'opinion ou peut-être journalistes, nous commentons. Alors aujourd'hui, si vous n'avez plus donc les chiffres, est-ce que vous viendrez encore sur la face du monde présenter la santé médiocre donc de l'État béninois? Je ne sais pas oui. Si c'est ce qui a justifié ça, mais nos démarches sont toujours en cours pour comprendre pourquoi les rapports donc statistiques là, sur la santé économique du Bénin du mois donc de mars 2017 ne sont pas encore disponibles. Bon, à la grande interrogation, Kazmi Pédior, vous allez répondre et donner en même temps votre mot de la fin. Gouvernance économique et financière sous le régime Talon, une fierté ou un affront? Une fierté pour les dirigeants, pour les proches donc, de Patrice Talon, mais franchement un affront pour le peuple béninois parce que ce sur quoi il a été élu, franchement, après donc, un an, il ne lui reste que 3 ans, quelques mois pour finir dans son mandat. Le peuple n'a jamais assisté donc, à ce rêve. Votre mot de la fin? Et mon mot de la fin, c'est de dire donc, que ce n'est pas mauvais de faire des erreurs. Mais c'est la persistance dans l'erreur qui est franchement diabolique. Ce gouvernement, si véritablement il veut faire les choses telles qu'il a dit et qu'il soit l'homme qui sera révélé véritablement donc, au soir de sa gestion, que ce soit en un mandat ou en 2 mandats, on ne sait pas encore trop, il faudrait qu'il commence par travailler véritablement. Et qu'il oublie les copains, les coquins, et qu'il dirige véritablement le pays sur l'orthodoxie financière, sur les tests et la législation qui est là. Tout est là au Bénin. Merci Kazmi Pédior. Oui, Robin Akrambessi, et ce sera aussi votre mot de la fin. Je voudrais dire à mes concitoyens consommateurs que autant ils se plaignent, autant ils souffrent aujourd'hui, autant ils devraient se réveiller de leur torpeur. Parce que les citoyens consommateurs béninois ne semblent pas manifester réellement ce qu'ils endurent. Si cela se manifestait, je suis sûr que ça aurait donné un peu plus d'insomnie à nos dirigeants qui, pour aujourd'hui, dégustent leur rôti et leur bon champagne. Et je voudrais profiter pour dire, sauf son respect au chef de l'État, qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de structures qui se portent mal. Pour la simple raison que les audits qui ont été faits n'ont pas été publiés. Parce que si ces audits avaient été publiés, que des procédures avaient été enclenchées contre les responsables de ces malversations, je suis sûr que ces structures allaient commencer par mieux se porter. Robin Akrambessi, merci à vous, Kazmi Pédior, mesdames, messieurs. Merci aussi pour l'attention. 100% Bénin, le numéro du jour, c'est complètement terminé. L'écrivain et philosophe français Jean-Jacques Rousseau pour nous aider à la clôturer sur cette citation. Ne jamais rougir d'avouer qu'on a tort, car en faisant cet aveu, on prouve qu'on est plus sage aujourd'hui qu'hier. Mieux, on en arrive spontanément à s'améliorer, par faire l'existant pour le bien collectif et donc au-delà de sa propre personne. Mesdames, Messieurs, merci donc d'avoir une fois encore été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver. À très vite.